Un criminel de 5 ans, de Pierre Bouchardon. Il me souvient d'avoir assisté dans un prétoire d'assises à la scène suivante. Un témoin cité par l'accusé s'avançait à la barre, et il portait à son cou un superbe marmot de 6 ou 8 mois, que personne sans doute n'avait pu lui garder au logis, durant le temps de son absence. Le nez dans ses notes, l'avocat cherchait quelle question il avait à poser, et de la foule compacte émergeait le buste de l'enfant. Le président feignit de se méprendre. « Vous insistez, maître, pour l'audition de ce témoin ?»« Sans doute, » répondit le défenseur, qui, ne levant même pas la tête, continua à remuer fiévreusement des feuillets. « Mais je ne sais trop ce qu'il pourra dire. »« Veuillez ne rien préjuger, monsieur le président. Êtes-vous même certain qu'il parle ? À son âge, la chose me surprendrait fort. » Dans la salle, l'hilarité était devenue telle que le distrait se décida à regarder. Comprenant aussitôt, il éclata de rire, et l'intermède finit là. Plaisant incident d'audience en vérité. Mais voici qui ne prête plus à se divertir, et jette surtout un jour curieux sur les mœurs judiciaires d'autrefois. La session d'assises qui s'ouvrit à Amiens le 5 juillet 1847 fut relativement chargée. Le 9, on jugea un Belge, du nom de Barthes, qui avait tenté d'assassiner son maître à coups de pistolet, alors qu'en pleine nuit, les deux hommes, assis dans la même voiture, traversaient un bois. Avant le départ de la ferme, le domestique avait pris la précaution d'avancer d'une bonne heure la pendule, afin de laisser croire que 2 habitants du pays, attendus pour le voyage, avaient oublié le rendez-vous. Il n'avoua rien, et ce qui achevait de donner à ce drame mystérieux un caractère passionnant, c'est qu'à s'en rapporter à certains indices, la femme de la victime avait armé le bras du criminel. En tout cas, le jury hésita à refuser les circonstances atténuantes, et ainsi Barthes put sauver sa tête. Le 11, bien que ce fût un dimanche, la cour d'assises ne chôma pas. Une affaire d'incendie était inscrite au rôle, et les curieux qui, à l'issue des vêpres de la cathédrale, arrivèrent assez tôt pour entendre le premier avocat général Damet, orateur disert et fort goûté de la société amiénoise, assistèrent à un bien singulier spectacle. Debout, un magistrat en robe rouge agitait ses manches pagodes et demandait avec véhémence au jury de se montrer impitoyable. Sur le banc des accusés, on ne distinguait que 2 gendarmes, haut coiffés de leurs bicornes et les mains gantées reposant sur la poignée de leurs sabres. Où étaient donc les incendiaires ? L'affiche apposée dans la salle des pas perdus en annonçait 2. Avaient-ils troublé l'audience par leur vocifération ? Et le président avait-il dû, conformément à la loi de septembre 1835, les faire reconduire en prison, les débats n'en continuant pas moins? Non, certes, car en s'approchant et en regardant mieux, on découvrait sur les genoux de l'un des gendarmes un jeune enfant, 4 ans, 5 ans peut-être, qui dormait à poings fermés. Tout près de lui et joue contre joue, se serrait un second bambin, un peu plus âgé d'apparence, mais plongé dans un sommeil tout aussi profond. Tels étaient les redoutables malfaiteurs à peine échappés du berceau,
contre lesquels le premier avocat général d'une cour souveraine, celui-là même qui avait obtenu contre Barthes la peine des travaux forcés à perpétuité, brandissait toutes les foudres de la loi. Quel était donc leur crime? En voici le récit fidèle. Le 21 mai 1847 vers 7 heures du soir, avant donc que le soleil eût disparu à l'horizon, le maréchal des logis besançonnais de la brigade de Montdidier faisait une tournée à travers la ville, quand il aperçut dans le lointain une épaisse colonne de fumée. Appréhendant un sinistre, il monta aussitôt à cheval et parcourut au trot les 4 lieues qui le séparaient de Voirsy. Il ne s'était hélas pas trompé. Ce petit village était la proie des flammes. Et bien que les pompiers d'Arvillers fussent accourus dès le premier moment, leur capitaine en tête, le feu ne put être maîtrisé qu'à 10 heures. Les dégâts étaient fort importants. 3 maisons avaient été détruites, ainsi que 8 granges ou écuries. 9 vaches, un taureau, un porc, un âne et 18 moutons achevaient de se carboniser. La perte totale put être évaluée à environ 33 000 francs. Sans doute de nos jours, un tel chiffre semblerait bien modeste, en regard d'aussi ample dommage. Mais en l'an de grâce 1847, et dans le pauvre village qu'était Voirsy, la propriété ne valait guère. C'est ainsi que chaque maison fut estimée quelques milliers de francs. Chaque grange moins encore. Le taureau 100 francs, un lot de 2 vaches, 18 moutons et un porc, 650 francs. Le maire Dominique Poquet avait vu tous ces immeubles consumés, et des archives communales que par excès de précaution, il conservait en sa demeure. Il ne restait plus que des cendres. Au milieu des décombres fumants, le maréchal des logis besançonnais et le juge de paix Dumont, du canton de Moreuil, procédèrent à la préliminaire enquête. Le feu est apparu à 7 heures du soir, dans une meule de fagots adossée à la grange du cultivateur Jean-Baptiste Saillard. Les premiers qui virent avaient bien cherché à arracher quelques branchages. Mais déjà les flammes avaient gagné la couverture en chaume, qui flamba comme une torche. L'incendie s'était propagé vite aux bâtiments voisins. Puis, le vent se mettant de la partie, de nombreuses flamèches avaient traversé la rue et étaient venues s'abattre en pluie d'étincelles sur les toits. Dès lors, à droite, à gauche, en face, ça avait été un immense brasier, devant lequel les habitants consternés n'avaient pu que gémir. Les recherches se poursuivaient pleines d'incertitudes et d'angoisses. Quand un gamin de 8 ans, Florimond Blanquet, fit connaître que quelques instants avant l'incendie, il avait aperçu 2 de ses petits camarades tout près de la meule. On le pressa de questions, et il révéla que l'un d'eux avait frotté une allumette sur un caillou, pour la glisser ensuite tout enflammée sous les fagots. Tout d'abord on demeura sceptique, et même le maire écrivit le 22 mai, au procureur du roi de Montdidier. Bien que les soupçons planent sur un enfant en bas âge, ils ne sont encore jusqu'ici étayés d'aucune preuve. Cependant, il fallut bien se rendre à l'évidence. Le petit Florimond avait dit vrai, ainsi que la suite de l'enquête allait le démontrer. Les coupables n'étaient autres que Joseph Ernest Babot, âgé de 7 ans, et Dominique Alphonse Raymond Roussel, dit Thiophonse,
qui avait eu 5 ans le 6 avril 1847. Le juge de paix les interrogea et ils firent des aveux. Théophon sous la promesse qu'il ne serait pas fouetté. Mais avec cet instinct de la défense qui s'éveille en l'homme dès ses plus jeunes ans, ils s'attribuaient réciproquement l'idée de l'incendie. C'était l'époque où les allumettes chimiques commençaient à pénétrer dans les campagnes. Et les enfants s'émerveillaient de voir flamber après un simple grattage ces minuscules bouts de bois. Roussel assura que Babot l'avait appelé, alors qu'il passait dans la rue, et lui avait tenu ce langage. « Viens, nous allons faire du feu pour brûler des maisons. » À l'en croire, le même Babot aurait pris une poignée de paille dans l'allée de sa maison, l'aurait fourré à même les fagots. Puis, ayant réussi, après en avoir cassé plusieurs, à faire prendre une des allumettes qu'il avait dérobées à ses parents, il aurait approché de la meule la petite flamme vacillante. Théophon s'ajouta qu'il avait bien essayé, lui, d'éteindre avec son pied le brasier naissant, mais que son effort avait été vain. Pris de peur, il n'avait pu que s'enfuir, comme son camarade du reste. Babot ne méconnut pas avoir subtilisé une mauvaise boîte, renfermant encore quelques allumettes. Mais il soutint que c'était Roussel qui l'avait entraîné au mal en lui disant « Viens faire du feu pour nous jouer. » Il l'avait donc suivi. Il ne niait point qu'une fois devant la meule, il eût frotté sur un caillou ses allumettes, sans autre résultat d'ailleurs que de les casser les unes après les autres. Malheureusement, la dernière s'était enflammée. Sans doute il l'avait plongée dans le petit tas de paille. Mais c'était Théophon qui avait apporté ce combustible. Comme il avait dès l'abord manifesté quelque appréhension que le feu ne se mît au village, Roussel, ce hardi malfaiteur de 5 ans, l'avait, affirmait-il, pleinement rassuré en ces termes. « Ce ne sera rien. Ta maison ne brûlera pas. » De quel côté se trouvait la vérité? Il était bien difficile de croire l'un des enfants plutôt que l'autre. Babot et Roussel avaient-ils agi avec connaissance de cause? Telle était la seule question qui, en l'état de nos lois, pouvait se poser. Alors que les peuples voisins avaient fixé une première période de l'enfance, pendant laquelle il y avait présomption légale et absolue de non-responsabilité, notre code pénal n'avait pas institué encore de limite d'âge. En d'autres termes, un mineur, si jeune fût-il, pouvait être déféré aux tribunaux répressifs pour tout crime ou tout délit dont il s'était rendu coupable. S'il n'avait pas 16 ans, les juges se posaient la question de savoir s'il avait agi avec discernement. Là tranchait-il par la négative. C'était la remise au père ou l'internement dans une maison de correction. Là tranchait-il par l'affirmative. C'était au lieu et place de la peine de mort ou du bagne à perpétuité. Un emprisonnement de 10 à 20 ans. Il n'était pas rare en ce temps-là de voir des enfants, plus jeunes encore que Roussel, poursuivis pour vagabondage, du seul fait qu'ils erraient à l'abandon, et envoyés jusqu'à leur majorité dans une colonie pénitentiaire. Rien de plus affligeant, rien de plus inhumain. Aussi en 1855 le garde des Sceaux devait-il envoyer aux procureurs généraux des instructions formelles, que rappela d'ailleurs en 1876 M. Dufort, pour les inviter à ne jamais exercer de poursuites contre les mineurs de 7 ou 8 ans. Mais en 1847, il n'en allait pas de même.
Et dans l'affaire de Voirsy, le procureur du roi s'empressa de saisir le juge d'instruction. Ce magistrat qui se nommait Louis-Charles Prosper Blériot atermoya pendant près d'un mois et ne prit aucune mesure. Alors le parquet général, consulté, le rappela à la rigueur. Le 18 juin, le juge de Montdidier décerna mandat de dépôt contre les petits incendiaires et les fit conduire sous bonne et sûre garde à la maison d'arrêt, bien qu'ils appartinssent l'un et l'autre à d'honorables familles, suffisamment qualifiées pour en prendre soin. Orphelin de père, Rabaud avait été recueilli par son grand-père paternel. Depuis 25 ans homme de confiance au château de Voirsy. Roussel était le fils d'un conseiller municipal. Tous les deux fréquentaient l'école où ils passaient pour obéissants et soumis, avec cette seule différence que Théophonse le plus jeune avait la réputation d'être le plus futé. Et la procédure suivit son cours, inexorable. Le 21 juin, sur le rapport de M. Blériot, la chambre du conseil du tribunal de Montdidier décerna ordonnance de prise de corps et prescrivit la transmission des pièces de la procédure au procureur général près la cour d'Amiens. Le procureur du roi avait pris des réquisitions en ce sens. Toutefois, il eut comme un remords, car il joignit au dossier une note où il exposait ses scrupules. « J'hésite, écrivait-il, à croire à la malveillance lorsqu'il s'agit de coupables aussi jeunes. Sans doute, s'il fallait s'en rapporter aux mots de Roussel à Babot, ce ne sera rien, ta maison ne brûlera pas. La preuve existerait, non équivoque, de la méchanceté la plus profonde. Mais faut-il attacher une importance absolue aux paroles d'un enfant de 5 ans, y avoir le même égard que s'il s'agissait d'une personne raisonnable? Je ne le crois pas, car s'il en était ainsi, l'incendie de Voirsy serait le résultat de la malveillance la plus grande. Ce serait un incendie calculé et exécuté avec une audace qui ne se rencontre pas chez d'aussi jeunes auteurs. Et le magistrat ajoutait pertinemment: les prévenus n'ont pris aucune de ces précautions, qui indiquent qu'ils eussent la conscience du mal qu'ils faisaient. Ils ne se sont pas cachés pour agir, et c'est en présence d'un autre enfant de leur âge que les faits se sont passés. Cependant, voulant tenir compte du tort considérable causé à de pauvres cultivateurs, il concluait: il serait à désirer que le tribunal correctionnel pût connaître de pareilles affaires pour le simple délit d'incendie par imprudence, car la vue d'enfants si débiles, assis sur les bancs de la cour d'assises, pourrait peut-être donner lieu à quelques réflexions fâcheuses et produire une impression pénible sur l'esprit des jurés. Vaine suggestion, inutile démarche. Le 24 juin, 5 graves magistrats de la cour royale renvoyaient les 2 gamins de Voirsy devant les assises de la Somme, sous l'accusation d'incendie volontaire. La procédure contenait sur chacun des criminels une notice manuscrite. L'on y pouvait apprendre que le mineur Roussel ne savait ni lire ni écrire, qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il n'exerçait aucune profession, et qu'il était célibataire. Le consciencieux et véridique procureur du roi s'était dispensé d'ajouter que son justiciable n'avait pas d'enfant. Avant que la cour d'assises ne tînt séance, le procureur général d'Amiens demandait à son substitut de Montdidier des renseignements complémentaires. Il voulait savoir comment avait pu germer dans le cerveau des jeunes malfaiteurs
la machiavélique pensée de mettre le feu à des maisons, et le procureur du roi, revenu de ses idées d'indulgence, du moment qu'elle n'avait pas cours en haut lieu, répondait de la façon suivante. Je suis porté à croire que ces enfants, avant l'événement, se rendaient parfaitement compte des conséquences d'un incendie. S'ils n'en avaient pas vu, ils avaient dû entendre parler de beaucoup, car si les sinistres sont rares à Varsy, il n'en est pas de même dans deux communes voisines, Angest en Santerre et Arvillers, où depuis 7 mois 9 incendies ont éclaté. La pensée de mettre le feu a pu leur venir de ce que les maisons, construites en terre et couvertes en chaume, seraient remplacées par d'autres plus belles. Ce qui semble donner quelque consistance à cette supposition. C'est un propos rapporté par Babot à la femme du concierge de la maison d'arrêt de Montdidier. Cet enfant lui a raconté que Roussel, auquel il demandait s'il mettrait encore le feu, lui aurait répondu « Oui, je le mettrai encore après le mois d'août, pour faire de belles rues neuves. » Enfin arriva le jour de l'audience. Durant l'interrogatoire auquel procéda le conseiller Noiset, président des assises, Babot et Roussel dormaient à moitié. Ils s'endormirent tout à fait quand se poursuivirent les débats. Le premier avocat général d'Amet demanda au jury de répondre que les accusés avaient agi avec discernement. Et il ne cacha pas ses intentions de requérir ensuite de la cour un emprisonnement sévère, 10 ans au moins. Maître Girardin pour Babot, maître Thuillier pour Roussel, supplièrent le jury de décider que d'aussi minces incendiaires n'étaient pas coupables. Tel fut en effet le verdict. Et le président Noiset rendit tout aussitôt une ordonnance d'acquittement. Il avait fallu réveiller les 2 marmots pour leur faire quitter la salle, pendant la délibération des jurés. Ainsi finit pour l'honneur du sens commun le procès criminel intenté à Dominique Alphonse Raymond Roussel, âgé de 5 ans, et pourvu de la taille gigantesque. Le renseignement se trouve consigné dans l'ordonnance de prise de corps, de 1 mètre 2 centimètres. Étrange poursuite, tout entière inspirée de cette notion que toute violence mérite un châtiment, et qu'un fait est punissable en soi, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la criminalité de son auteur. De lointains ancêtres d'ailleurs n'étaient-ils pas imbus du même principe, quand ils condamnaient à mort dans toutes les formes légales, et faisaient supplicier par l'exécuteur des hautes œuvres, gantés de neuf, détruits ou des taureaux qui avaient tué des enfants. C'est le doyen de la faculté de droit de Paris, le comte Rossi, qui, sous Louis-Philippe, fit allusion dans un de ses cours à un petit Anglais de 10 ans, condamné à la peine capitale du chef de meurtre, et envoyé à la potence. De l'autre côté de la Manche, aucun acte commis par un enfant de moins de 7 ans ne peut être qualifié de crime. Mais il n'en va pas de même entre 7 et 14 ans, si la question de discernement est résolue contre le coupable. Dans le cas particulier, on avait, paraît-il, tenu compte de cette circonstance, qu'aussitôt après le meurtre, le jeune malfaiteur, au lieu de se cacher lui-même, avait pensé à dissimuler le cadavre. Preuve bien incertaine, enseignait le professeur Rossi, car il ne faut point confondre l'effroi que peut éprouver un enfant, quand il contemple le résultat de son forfait, avec la connaissance préalable de la nature et des conséquences du crime auquel il va se livrer.
Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvencourt.